Bonjour. Euh, je vais me présenter, je suis Jeanne-Marie Portevin, je suis historienne de l'art et je suis la directrice des études et de la recherche donc de l'École d'architecture de Versailles. Bonjour, je m'appelle Virginie David et je suis la responsable du service de la pédagogie et de la scolarité. Voilà. Donc là, on va vous présenter l'école, vous présenter certaines spécificités qu'il y a ici à Versailles, dans les études, dans les masters spécialisés, etc. Présenter en détail la procédure d'admission et après on aura un peu de temps pour des questions, mais des questions d'ordre général, enfin des questions qui peuvent concerner tout le monde, et après pour des questions plus spécifiques, plus particulières, on pourra vous voir à l'issue de cette présentation. Voilà, donc avant toute chose, bienvenue. Moi je suis très heureuse de vous voir aussi nombreux depuis ce matin, de voir tant de jeunes gens qui s'intéressent à l'architecture et qui veulent s'engager dans des études d'architecture, donc ça me ravit. Vous avez beaucoup de choses à faire, je pense, dans les années qui viennent. On vous attend avec impatience. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Appuie sur la barre d'espace, peut-être. Non, ne fonctionne pas. Alors, est-ce qu'il y a... Excusez-moi, je ne sais pas. Voilà. Alors, oui, une information de taille, c'est de dire que depuis l'année dernière, depuis juin 2022, l'école a rejoint la conférence des grandes écoles. Donc, l'organisation des études, les études d'architecture donc, sont soumises à la même organisation que les études universitaires, c'est-à-dire qu'ils sont organisées en LMD. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, c'est au niveau européen, donc selon un dispositif. Donc, la licence, tout d'abord, en 3 ans. Le master, ensuite, 2 années supplémentaires, donc vous avez un bac plus 5. Et ensuite, le doctorat, donc 3 années au moins supplémentaires après le master, en sachant qu'on peut s'arrêter à chacun de ces 3 étapes. Alors ce système de LMD qui a été mis en place au niveau européen, c'est évidemment pour favoriser la mobilité des étudiants entre les différents pays et aussi de favoriser des partenariats avec des universités en France ou à l'étranger. Donc ici, à Versailles, on peut citer l'université de Tongji à Shanghai. Donc on a un double diplôme, double master en architecture urbanisme avec l'université de Tongji et également l'université de Cergy et Paris-Saclay. Voilà, donc là vous avez un petit schéma qui vous présente ces études d'architecture. Donc la licence, vous voyez, donc à la fin de la licence, donc à la fin de 3 années d'études, vous avez le diplôme d'études en architecture. Ça peut se faire également en licence, en formation professionnelle, où là c'est en 2 ans. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont concernés, mais l'entrée se fait en 2e année de licence. Et il y a une spécificité ici, mais j'y reviendrai peut-être après, c'est une première année qui s'appelle Art, Paysage, Architecture. Je vous la décrirai après. Ensuite, donc, le master en 2 ans, que vous avez la possibilité de faire en alternance. Et dans ce cas-là, il sera en 3 années, où vous êtes à la fois à l'école et en entreprise. Et ensuite, vous pouvez, après votre diplôme de master, poursuivre. Donc l'HMENP, on y reviendra, c'est l'habilitation à la maîtrise en son nom propre. Et effectivement, vous pouvez poursuivre vers le doctorat. Je laisse la parole. Voilà, donc je vais juste vous donner quelques petits détails sur la licence qui se développe donc en 3 années. La licence, c'est le moment d'appropriation des premières notions d'architecture. C'est là où dédié à l'acquisition des bases de la culture architecturale. Vous allez découvrir ce que c'est que travailler en mode projet, en projet d'architecture. Et autour de ce projet vont syncrétiser plusieurs matières comme l'anthropologie, l'histoire, les sciences de la construction. Toutes ces matières-là vont vous permettre de maturer votre projet et de construire votre propre culture architecturale. Voilà. Donc, à l'issue de ce cycle licence qui dure, donc, je le répète, 3 ans, vous êtes titulaire du diplôme d'études en architecture, le DEEA.
Et dès ce moment-là, vous pouvez déjà travailler en agence d'architecture, d'urbanisme, dans des bureaux d'études, d'ingénieurs, des services publics. Mais vous êtes, on vous confie des missions qui sont des missions préparatoires. Hein. Vous n'êtes pas du tout architecte, c'est vraiment un diplôme de licence. Voilà. Sur la base de ce diplôme-là, vous pouvez également, par équivalence, rejoindre d'autres cursus dans le cadre du programme européen LMD, licence, master, doctorat. Voilà. Donc, je vous parlais tout à l'heure, donc il y a une spécificité ici à Versailles, c'est-à-dire que donc là, après votre bac, vous pouvez, si vous êtes donc intéressé par l'architecture, soit entrer en première année d'architecture, soit entrer dans cette classe qui s'appelle APA, donc ça veut dire Art, Paysage, Architecture. Et donc c'est une année commune à l'école d'architecture de Versailles, à l'école du paysage de Versailles et à l'école d'art de Cergy. Donc les enseignements se déroulent principalement à l'école du paysage de Versailles. C'est là où ces étudiants, donc c'est 30 étudiants, oui. Ont leur atelier, mais ils vont également sur les sites de l'école d'architecture et de l'école d'art. Et donc, voilà, vraiment ces étudiants-là ont accès aux 3 disciplines, expérimentent ces 3 voies possibles pendant une année, et à la fin de cette année, ils font un vœu, et ils demandent soit à intégrer l'école d'architecture, soit celle d'art, soit celle de paysage. Voilà. Donc ça, c'est 30 étudiants. Et je ne sais pas si on dira peut-être, mais l'admission se fait auprès de l'école de paysage. Attention, ce sera pas, on participera bien sûr au jury de sélection, mais en tout cas sur Parcoursup, l'entrée, elle se fait à l'école du paysage pour cette première année. Voilà. Et là, vous avez une photo, je lis à la fin de l'année, il y a un grand festin qui est organisé dans le potager du roi, avec la présentation de tous les travaux qu'ont fait les étudiants durant l'année. Voilà, donc vous pouvez entrer à l'école par le biais de Parcoursup directement en formulant le vœu sur l'école d'architecture de Versailles, mais vous pouvez également vous orienter vers un double cursus qui est celui de architecte-ingénieur. Dans ces cas-là, si vous vous orientez vers ce cursus-là, vous devez postuler non pas à l'école de Versailles, mais via le concours Galaxy. Donc le concours Galaxy, vous allez le trouver sur Parcoursup comme un vœu à part. Hein, c'est un vœu en soi. Donc vous pouvez très bien postuler à l'ENSA de Versailles et faire une candidature sur Galaxy. Ce n'est pas le même cursus parce que là, vous ferez à la fois un cursus d'ingénieur et à la fois le cursus d'architecte à l'école de Versailles. Donc les cours ont lieu à la fois à Cergy et à la fois à Versailles. Le cursus dure 6 ans. Et là, les dossiers sont sélectionnés via Galaxy, je le répète, sur la base de votre dossier scolaire. Donc la sélection est extrêmement difficile. C'est sur la base de vos notes, de vos commentaires d'enseignants. Et le jury qui est composé des enseignants de Cergy, qui sont ingénieurs, et les enseignants de l'école, qui sont des architectes praticiens ou des enseignants de construction, vont évaluer les candidatures et vous passerez un oral de dernière sélection. Voilà. Les frais sont un petit peu différents, vous verrez, c'est, je pense, 75 € pour s'inscrire au concours Galaxy. Et puis après, vous pouvez voir sur Cergy tous les coûts de la formation, qui sont un petit peu différents. Et la gratuité est donnée aux boursiers, évidemment. Voilà. Merci. Et donc, je crois qu'on l'a dit, donc, à la fin des 6 ans, vous avez un diplôme d'architecte et le diplôme d'ingénieur en génie civil. Voilà. Voilà. Alors, donc, après la licence en 3 ans, vous pouvez poursuivre, enfin, en général, c'est ce que vous faites, hein, puisque vous partez sur un diplôme d'état d'architecte. Et donc, le cycle master confère, vous donne accès, si vous validez tous vos enseignements, au diplôme d'état d'architecte. Hein, voilà. Donc, ce deuxième cycle qui se fait en 2 ans, équivaut donc à un bac plus 5. Et là, l'objectif du master, c'est d'entrer dans la complexité des échelles, des contextes, des projets architecturaux et urbains. Les étudiants construisent leur propre programme en fonction d'une proposition très variée d'enseignement, divers projets au choix,
Le parcours se fait sur 2 axes en master, un parcours de projet d'architecture et en parallèle un parcours de recherche avec le mémoire de fin d'études. Donc le mémoire de fin d'études qui dure 3 semestres, commence par une initiation à la recherche, ensuite au 2e semestre un premier travail de point d'étape sur le mémoire et enfin en 2e année au 1er semestre la soutenance du mémoire. Et à la fin du cycle, vous validez un projet de fin d'études, qui est donc le 4e projet d'architecture. Vous faites 4 projets longs d'architecture en master. Et au cours de ce master, vous êtes appelé aussi, si vous le souhaitez, à partir en mobilité à l'étranger après la première année du master. Non, la première année du master. La première année du master. Oui. Voilà. Voilà, et peut-être juste ajouter que c'est vrai que c'est ce qui vous a été dit, qu'en master, c'est le moment où vous allez pouvoir donner une coloration particulière à vos études et peut-être choisir, pas une spécialité, mais en tout cas des domaines qui vous intéressent plus particulièrement. Il y a une offre assez diversifiée d'enseignement. Vous avez la possibilité aussi soit de le faire en double cursus, c'est-à-dire de faire à la fois votre master d'architecture dont on vient de parler et de suivre un autre master spécialisé, donc soit en même temps, soit à la suite de votre master d'architecture. Et on a 2 masters spécialisés à Versailles. Un qui s'appelle Jardin historique, patrimoine et paysage. Voilà, donc qui est centré sur des actions de sauvegarde, de restauration, de réhabilitation des jardins historiques. Et donc ça se fait en partenariat avec l'université de Cergy. Et en partenariat avec l'université de Paris-Saclay, c'est le master architecture et ses territoires. Et c'est un master qui est plus centré sur l'histoire, qui est un peu plus historique. Voilà. Et les 2 sont aussi assez orientés vers la recherche. Donc on a des étudiants ici qui font ça en parallèle de leur master d'architecture, qui veulent par exemple obtenir une spécialisation un peu plus importante, par exemple sur la question du paysage et du jardin. Alors, le doctorat, bon, j'en parle rapidement, mais ça ne vous concerne pas c'est pas tout de suite. Mais en tout cas, voilà, on a à cœur au sein de l'école d'architecture, déjà de promouvoir la recherche, parce que voilà, à tous les niveaux, de vous former également à la recherche, de vous former par la recherche, avec des enseignants, chercheurs qui, à travers les projets d'architecture, à travers les cours d'histoire d'architecture, etc., vous font participer aussi à leurs actions de recherche. Et donc pour certains étudiants, ça a peut-être l'envie de poursuivre après votre master et de faire un doctorat. Donc on est rattaché à 2 écoles doctorales ici, une à l'université de Cergy, une à l'université de Paris-Saclay, en sachant que le doctorat que l'on prépare avec l'université de Paris-Saclay est plus historique, je dirais, de façon un peu plus académique, un peu plus littéraire. Et celui qu'on fait avec l'université de Cergy s'appelle le doctorat par le projet. Et donc voilà, c'est plus centré, je ne sais pas si ça vous parle, certains mis sur la recherche-création, des actions où on mène à la fois un projet d'architecture et en même temps une thèse de recherche universitaire et académique avec le texte qui l'accompagne. Mais bon, ça on aura l'occasion d'en parler, mais en tout cas sachez que la recherche elle est de toute façon présente tout au long de votre cursus. En master en particulier, vous serez initié à la méthodologie de la recherche et vous devrez faire donc ce mémoire de fin d'études. Et ensuite, vous pourrez poursuivre vers le doctorat. Voilà, donc vous l'aurez compris, les études en architecture, elles ne sont pas uniquement axées sur l'architecture, ou alors plutôt l'architecture s'ouvre à d'autres champs, justement au champ des sciences humaines, au champ de la pensée technique, les sciences de la construction, la culture artistique aussi, et puis l'expérience professionnelle à l'occasion des stages. Donc là, on vous montre un petit pourcentage qui occupe vos enseignements. Donc évidemment, 54% axés sur les enseignements de projet. Donc à chaque semestre, vous travaillez sur un projet d'architecture qui dure tout un semestre. Donc vous en faites quand même, du coup, en licence 3 x 2, ça fait 6 projets, et en master, 3 projets plus votre diplôme. Donc ça fait quand même 10 projets. Et autour de cela, vous êtes nourri par des cours d'anthropologie, d'histoire, de sciences et techniques de la construction,
Vous participez à des modules d'expression plastique, surtout en première année et en deuxième année, parce que les deux promotions se rejoignent pour participer à des workshops communs. Et puis, vous avez des stages obligatoires dont je vous parlerai tout à l'heure, tout au long du cursus. Donc on parlait tout à l'heure de cette possibilité qui est offerte aux étudiants de master, donc en première année, de partir en mobilité à l'international. Vous avez sûrement entendu parler du programme Erasmus. Donc voilà, ça peut être effectivement en Europe, mais ça peut être aussi en dehors de l'Europe avec des accords bilatéraux que nous avons conclus avec des partenaires étrangers. Donc voilà, donc on a 104 places de mobilité. En fait, dans les faits, il y a à peu près 80 étudiants qui partent chaque année, voilà, ou un petit peu moins, pour une mobilité de 6 mois ou d'1 an. Et puis, en parallèle, en échange, justement, on reçoit un certain nombre d'étudiants de nos partenaires étrangers qui viennent étudier dans les cours de master ou de licence 3 ici à l'école. Je vous parlais tout à l'heure, donc il y a aussi un double master avec l'université de Tongji, donc en urbanisme. Vous avez après un diplôme d'urbanisme, l'université de Tongji, un diplôme d'architecture de l'université de Versailles, de l'école d'architecture de Versailles, pardon. Alors, je ne vous cache pas que depuis quelques années, effectivement, c'est plus compliqué. Hein, vous avez compris que le Covid est passé par là et toujours là. Et donc, bon. Mais ça reprend, ça y est, nos échanges reprennent. Et il y a en discussion aussi un certain nombre d'autres accords avec des pays européens que nous sommes en train de conclure en ce moment. Donc, quand vous serez en master, à ce moment-là, il y aura sûrement d'autres possibilités aussi de faire des doubles masters. Au niveau master aussi, un certain nombre de voyages d'études. C'est-à-dire que dans les projets de master dont on vient de vous parler, souvent sont associés des voyages. Et il y a tout un tas de systèmes aussi d'aide, de bourses pour ces mobilités ou pour ces voyages d'études. Voilà, donc on va revenir sur le territoire avec la question des stages dont je vous parlais tout à l'heure. Pas forcément, il peut être à l'étranger. Il peut être à l'étranger, c'est vrai, c'est vrai. Alors, en première année, vous devez réaliser un stage dit ouvrier ou de chantier. C'est un stage qui est très court, hein, qui dure 1 semaine et qui est un stage d'approche du travail de chantier, l'approche du domaine de construction. Donc, c'est vraiment un stage d'observation très court. Ensuite, en deuxième année, vous devez réaliser un stage de première pratique qui dure 1 mois. Et là, vous allez pouvoir, à la lumière de votre première expérience en licence 1, donc vous aurez déjà fait 2 projets, vous aurez fait de la socio, l'histoire, les sciences de construction, vous aurez fait un stage d'ouvrier ou de chantier d'1 semaine. Voilà. Et donc là, il sera temps de vous investir un peu plus pendant 1 mois, dans une agence d'architecture par exemple, mais pas que. Et là, on vous demandera de porter un regard critique sur le métier, sur les missions qui vous sont confiées, qui sont des missions d'un peu plus grande inclusion dans le métier. Et c'est une vraie expérience, c'est vraiment la première expérience d'immersion professionnelle dans l'architecture où vous commencez à être acteur. Bon, bien sûr, certains ont peut-être déjà fait des stages de découverte, mais très court. Donc là, c'est vraiment à partir de votre expérience de première année que vous allez pouvoir vous tester en deuxième année. Et puis enfin, un stage Alors tous ces stages sont obligatoires, mais n'excluent pas que vous fassiez des stages complémentaires facultatifs. Donc en master, vous avez un stage obligatoire de 2 mois, où là, on vous confie vraiment des missions. Hein. Vous êtes en dernier cycle, vous allez préparer votre diplôme. Donc là, vous abordez vraiment la question de la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. C'est un stage beaucoup plus important. Voilà. Tous ces éléments-là, on les survole. Quand vous serez étudiant, on vous expliquera. On a des guides très précis. On peut vous orienter vers les structures qui accueillent nos stagiaires depuis plusieurs années. Voilà, mais je ne veux pas vous charger trop. Alors, qu'est-ce que ça signifie de venir étudier à Versailles ? Donc, une des particularités de l'école, vous l'avez peut-être déjà vu, en tout cas en Ile-de-France, c'est on bénéficie quand même de vastes espaces. Ils ne sont jamais assez vastes pour nous et pour vous, mais voilà, on a cette chance-là. Vous avez vu d'ailleurs certaines structures, ça permet aux étudiants des fois d'expérimenter à l'échelle 1. Au mois de juin, voilà, tous les étudiants s'installent dans les différentes cours, peuvent construire, peuvent expérimenter dans ces endroits-là. Donc c'est une grande chance. Vous l'avez vu aussi, peut-être vous allez le voir, il y a de nombreuses associations étudiantes que vous pouvez rencontrer. Je crois qu'ils sont dans la cour, là, juste à côté de l'auditorium. Donc n'hésitez pas à aller les voir et les questionner.
Vous avez les ateliers aussi que vous avez peut-être visités, qui sont des grands espaces de travail. Encore une fois, qui ne sont pas assez grands, on le regrette. C'est jamais assez grand. C'est jamais assez. Vous avez la médiathèque, vous avez un Fab Lab aussi, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et puis, ce qui est unique, c'est qu'ici, il y a un centre d'art, également un centre d'art contemporain, qui accueille 3 expositions par an, qui accueille certains étudiants comme médiateurs, comme stagiaires pour le montage des expositions. Il y a un certain nombre aussi des fois de workshops qui sont organisés avec des artistes. Vous pouvez faire en licence 3 et qui viennent encadrer des projets avec les étudiants. Alors, après le diplôme, donc après le master, après votre diplôme d'état d'architecte, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous arrêtez ou continuer. Lorsque vous êtes titulaire du diplôme d'état d'architecte, vous n'êtes pas encore habilité à signer des permis de construire en votre nom propre. Donc vous pouvez travailler en tant que salarié dans une structure, mais si vous voulez vous installer ou ne serait-ce qu'avoir ces responsabilités dans le cadre de votre emploi, il faut passer une habilitation. Donc l'acronyme HMONP, donc je vais le décrypter, c'est une habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Voilà. C'est l'ancien DPLG, voilà, pour les parents. Voilà, c'est l'ancien DPLG. Les études en architecture étaient beaucoup plus longues avant le nouveau schéma maintenant il est ancien, mais avant le schéma européen de Bologne. Les études d'architecture étaient bien plus longues. Là, ça prolonge d'1 année les études. Vous allez aborder des questions de droit, de gestion, beaucoup de questions administratives en HMONP. Vous devrez être en situation professionnelle, donc sous HMONP, vous êtes en contrat, je prends l'exemple d'une agence, que c'est ce à quoi on pense tout de suite, mais en contrat, vous êtes employé, étudiant salarié, et vous devez soutenir un mémoire professionnel. Voilà. Donc là, c'est encore un autre cursus. Vous pourrez nous contacter plus tard. De toute façon, si vous êtes admis, on pourra en reparler. Mais c'est une année que je vous conseille de faire à la suite de vos 5 ans, parce qu'à reporter, on se fait avaler par le rythme professionnel. Et puis à un moment donné, on a besoin de monter son agence, on a besoin de signer des permis de construire. Et puis il faut repasser son HMONP, raccrocher avec les études, c'est pas évident. Voilà, ça c'est le petit conseil. Pardon. Il y a un changement, pardon. Je te laisse faire. DPEA. Alors, l'école propose, en dehors des études qui vous mènent au diplôme, une formation pour les architectes eux-mêmes, qui est donc le DPEA Tech 20. DPEA, diplôme propre aux écoles d'architecture. Tech, donc transformation écologique, merci. Du patrimoine du XXe siècle. Voilà, du XXe siècle, pour faire travailler les professionnels sur la réhabilitation des constructions du XXe au regard de la crise énergétique et environnementale actuelle. Donc le public, ce sont des architectes, des ingénieurs, mais aussi des candidats, étudiants, diplômés d'un équivalent Bac+5 dans les domaines de la construction, l'environnement et l'ingénierie. C'est une année de formation organisée dans le cadre de partenariats avec le laboratoire de l'école, le LEAV, et le laboratoire de l'école des mines, et nos enseignants de l'école. Donc là, pour ceux qui sont intéressés éventuellement, si on a aussi des parents architectes qui veulent se reformer, on pourra s'en reparler après si vous voulez. Mais oui, voilà, je voulais vous présenter ça quand même. Il y a également, c'est pareil, je dirais, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là pour ça, mais dans ce cas-là, venez nous voir après. Il n'y a plus que 2 écoles, je crois, d'architecture qui offrent cette préparation donc, au concours des architectes urbanistes de l'État, donc un concours de la fonction publique, une préparation qui se fait ici dans l'école. Donc s'il y en a qui sont venus pour ça, n'hésitez pas à venir nous voir après. Alors, les débouchés, il y en a beaucoup. Vous pouvez les lire, je vais essayer de passer rapidement. Évidemment, vous avez tous les métiers de l'architecte. On a parlé voilà, du
classique ou celui qui vient tout de suite à l'esprit de l'architecte qui a ouvert son agence d'architecture. Mais voilà, ça peut être bien plus de choses. Ça peut être aussi travailler pour des promoteurs, pour des administrateurs de biens. On vient d'en parler avec les architectes urbanistes de l'État. Ça peut être travailler pour des collectivités territoriales, travailler pour l'État, être architecte du patrimoine, des bâtiments de France, par exemple. Vous pouvez travailler aussi pour des sociétés d'économie mixte ou des organismes d'HLM. D'ailleurs, le DPEA dont on vient de parler, la TEC 20, est en partenariat avec Paris Habitat et la RIVP, qui sont 2 bailleurs sociaux. Et vous pouvez effectivement soit exercer en libéral, soit être fonctionnaire, soit être salarié. Voilà. Donc, globalement, les étudiants, enfin même les diplômés en architecture, trouvent très facilement du travail à la suite de leurs études. Donc, vous voyez, avec 87% des diplômés qui travaillent déjà 1 an après avoir eu leur diplôme. Et souvent, s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils ont choisi de faire autre chose. Le taux d'insertion professionnelle est très élevé. Alors, pour les salaires, bon, je vous laisse juger. Beaucoup trouvent ça pas assez élevé, mais on est tous comme ça. Alors, l'école développe également une formation professionnelle et diplômante qui s'adresse à des personnes qui sont déjà insérées professionnellement dans le domaine de l'architecture, qui veulent faire valoir leurs compétences et leur expérience pour entamer ou poursuivre des études et obtenir enfin le diplôme d'état d'architecte, tout en maintenant leur activité professionnelle. Donc, pardon, juste comme je vois le temps, est-ce qu'il y en a que ça concerne ou pas, pour savoir si là aujourd'hui, non, il n'y a personne. Non, mais écoute, à ce moment-là, on peut passer. Alors dans ce cas-là, on va passer parce qu'on verra après. On va vous perdre. Parce que oui. Enfin, sachez en tout cas, vous pouvez dire que voilà, on peut obtenir le diplôme d'architecte en formation professionnelle. Et alors là, vous allez bien vous concentrer. Alors ça, c'est pour vous vraiment. Non, là tout de suite. Non. Alors juste pour dire, donc là, c'est juste quelques chiffres rapidement. Effectivement, vous verrez, mais les études d'architecture sont ouvertes à toutes les spécialités, les 2 bacs. Voilà. Après, force est de constater qu'une majorité ont fait plutôt des sciences, mais ça ne veut pas du tout dire que si vous êtes dans des spécialités plus littéraires, plus artistiques, de langue, etc., que ce ne soit pas possible d'étudier l'architecture. Voilà. Donc surtout ne renoncez pas, c'est juste purement quelque chose de statistique. Et c'est aussi, je pense qu'il y a plus de demandes de gens venant de filières scientifiques. Mais voilà. Et il y en a quelques-uns, effectivement, aussi qui ont eu un bac professionnel. Il y en a chaque année. Un certain nombre, à peu près 3%. La majorité rentre directement après le bac. Et vous voyez qu'il y a à peu près 80% d'étudiants qui, à l'issue de leur première année, passent en 2e année. On peut être très content de ça. Là, la photo, vous voyez, c'est la remise des diplômés, là, ceux qui ont passé leur fameux PFE, projet de fin d'études, qui sont diplômés. Et donc, c'est la cérémonie de remise des diplômes. Alors comment candidater? Voilà. C'est ça, la candidature en première année. Donc, vous le savez, elle se fait sur Parcoursup. Vous avez déjà, vous connaissez Parcoursup par cœur. Vous avez déjà exploré tous les vœux possibles. La capacité d'accueil en première année à l'école, elle est de 140 places. Alors, je vais vous donner quelques petits chiffres. Régulièrement, tous les ans, nous avons un peu plus de 2200 candidats sur Parcoursup. Parmi ces 2200 candidats, 750 sont sélectionnés sur dossier. Tous les dossiers sont regardés. Voilà. Tous les dossiers sont regardés. Et le dossier sur Parcoursup, ça correspond à 2 documents. Le premier document, c'est vos relevés de notes du lycée, avec notes et commentaires des enseignants. Et le deuxième document, qui est vraiment un document très très important pour l'école de Versailles, c'est la lettre de motivation. Alors ils appellent ça projet personnel, projet professionnel. Enfin, je ne me souviens plus trop le titre exact sur Parcoursup, mais ça correspond à une lettre de motivation avec un nombre de caractères limité, mais qui a été quand même amplifié par rapport aux années passées à la suite de nos demandes, nous, les 20 écoles d'architecture, qui avons demandé à permettre aux candidats d'avoir plus de champs de saisie pour pouvoir vous exprimer plus largement. Ça nous est très utile, c'est vraiment la base de notre recrutement. Voilà. Donc,
dans cette lettre de motivation, soignez vos arguments, c'est vraiment ce qui sera regardé en priorité, puisque cette lettre, elle pèse très lourd dans la notation de votre dossier d'admissibilité. Voilà. Maintenant, je dois vous dire que nous avons 30 places qui sont également réservées pour la classe APA, mais ça c'est pour l'admission en APA, et puis 20 places en architecture ingénieur, en architecte ingénieur. Mais bon, là vous postulez pour les 140 places, voilà. Ou pas, ou les 30, ou les 20. Oui, voilà, les 30 ou les 20, voilà, c'est ça. Voilà. Juste, moi, je veux juste dire que pour la lettre de motivation, pensez, on n'a pas arrêté de vous parler de projet depuis le début de cette présentation, donc pensez à ce mot et pensez à son importance pour l'architecture. Voilà, pour votre lettre ou votre entretien et tout ça, voilà, c'est des choses. Qu'est-ce que c'est pour vous, le projet, faire projet, etc. Voilà. Et d'ailleurs, on parlait des filières, pour vous dire qu'effectivement, les filières scientifiques ont un fort pourcentage de réussite en admission. Mais sachez que pour les lycéens qui sont, par exemple, en filière avec une option art plastique, vous travaillez en mode projet en terminale, vous présentez un projet à la fin de l'année, vous avez des rendus intermédiaires de projet, vous êtes déjà en projet. Donc ça, c'est un plus, et n'hésitez pas à en faire part à votre jury qui va vous recevoir à l'oral si vous êtes préadmis. Mais vous pouvez aussi en parler dans votre lettre de motivation pour dire que vous êtes déjà en mode projet dans le cadre de votre enseignement de spécialité en arts appliqués. Voilà. Donc ne vous focalisez pas sur les matières scientifiques et sur vos éventuelles notes un peu faibles sur ces domaines-là. Alors, les dates. Donc là, vous avez jusqu'au 9 mars pour formuler 10 vœux maximum. Ensuite, à partir de là, une fois que vous aurez confirmé vos vœux, il faudra compléter vos dossiers et terminer de rédiger votre projet de formation motivé jusqu'au 6 avril. Voilà. Et entre le 5 et le 9 mai, il faudra vous reconnecter sur la plateforme Parcoursup, même avant, j'ai envie de vous dire, parce qu'avant, il faut, dès le 2 mai, on va dire, dans la première semaine du mois de mai, vous pouvez aller consulter votre rang de classement, et à partir de là, vous savez que dès le 5 mai, l'outil qui est dans Parcoursup, qui vous permet de prendre rendez-vous à l'oral, sera ouvert. Et donc là, vous choisirez un créneau pour votre oral qui se fait en visioconférence sur le logiciel Zoom. Voilà, donc vous l'avez peut-être déjà téléchargé sur le bureau de votre ordinateur, mais c'est ainsi que ça se passe. Donc ne loupez pas ces rendez-vous-là. Et à l'issue de la prise de rendez-vous, vous tiendrez prêt pour un oral le 13 mai avec un jury composé de 2 enseignants de l'école. Donc on a environ 33-34 jurys de l'école constituée pour recevoir les 750 préadmis. Les jurys sont composés d'un enseignant architecte praticien et un enseignant d'une autre matière, donc un artiste, un sociologue, un ou une historienne, enfin voilà, d'une autre matière que le projet. Et vous avez 15 minutes pour cet oral avec un premier temps de présentation et ensuite un temps de dialogue avec le jury. Et à l'issue, on vous reclasse dans Parcoursup et c'est à vous ensuite de reconfirmer dans un second temps, un second calendrier de Parcoursup d'admission, de confirmer vos choix parce que vous allez avoir les réponses de vos maximum 9 autres choix. Donc vous allez... c'est vous, là, maintenant, qui nous choisirez ou pas. Donc il faudra... bien réfléchir à vos choix, si vous avez préféré une autre école que Versailles. Juste, est-ce qu'il n'y a pas une erreur de date dans sauf boursier en 2019-2020 pour les frais de dossier? Ah oui, non. C'est sauf boursier de cette année. Sauf boursier de cette année. Donc voilà. Et une petite faute de frappe. Voilà. Donc effectivement, c'est 37 € à régler pour participer, pour candidater, sauf boursier 21-22. Je vous disais tout à l'heure, s'il y en a qui sont donc intéressés par l'APA, donc cette première année art, paysage, architecture, voilà, faites attention, vous devez
choisir sur Parcoursup, non pas l'école d'architecture de Versailles, mais l'école nationale supérieure de paysage de Versailles. Vous voyez, après, vous avez première année commune, art, paysage, architecture. Donc c'est là que vous déposez votre souhait. Voilà, et donc là, vous voyez l'icône du concours Galaxy pour la formation, pour le double diplôme architecte-ingénieur avec Cergy et Versailles. Donc, ce n'est pas sur voilà, c'est pas sur le choix ENSA Versailles, hein, c'est sur Galaxy, je le répète. Dans tous les cas, vous serez ensuite inscrit dans les différents établissements, mais en tout cas, la procédure d'admission se fait chez nos partenaires Voilà. pour ces deux formations-là. Alors, si vous n'arrivez pas à trouver le lien vers le concours, je l'ai mis en ligne sur le site. Je vais vérifier qu'il est bien actif. Et sinon, vous me recontactez, je vous le redonnerai pour vous éviter de vous perdre, parce que c'est un méandre un peu complexe, tous ces vœux à formuler. Donc, je pourrais vous aider et je vous orienterai sur le site. Voilà. Alors, en dehors de l'entrée en première année, il vous est possible d'entrer à l'école en cours d'études à partir du moment où vous êtes déjà titulaire ou en préparation d'un diplôme de l'enseignement supérieur en lien avec l'architecture. Donc ça répond aussi à cette facilité offerte grâce au schéma européen licence, master, doctorat, LMD, qui ouvre la possibilité de mobilité interétablissement. Pour finir, donc sachez que les montants des droits d'inscription, c'est 373 € en cycle licence et 512 en cycle master. Et à ceci, il faut ajouter 90 € qui sont versés au titre de la contribution vie étudiante directement au Crous. Voilà, on vous a indiqué qu'aussi, il faut penser que ce sont des études qui nécessitent d'engager certains frais pour la construction des maquettes, par exemple, l'achat de certains matériaux et matériels, donc à peu près 300 à 500 € par an. Et puis après, au moment du PFE, ça peut être un peu plus élevé. Donc en cycle licence, vous avez plus de 30 heures de travail encadré par semaine et avec beaucoup de travail personnel aussi à fournir. Donc en général, pour toutes les années, vous avez à chaque fois un jour de libre, le jour qui précède l'enseignement de projet, pour vous permettre de travailler sereinement, dans de bonnes conditions et surtout pas la nuit. Ça ne se fait plus, ça, en architecture, il faut le penser. Alors, qu'est-ce que vous faites si, malheureusement, alors que votre souhait était d'entrer dans une école d'architecture et que vous n'êtes pas pris cette année? Vous pouvez évidemment redéposer votre candidature l'année suivante. Vous pouvez, il y en a qui font ça aussi, vous inscrire à l'université, par exemple en histoire de l'art, en géographie. Et puis, c'est fantastique, l'année d'après, vous êtes pris en architecture. Et puis, vous aurez déjà validé, par exemple, les cours d'histoire de l'art, parce que vous avez fait cette année à l'université. Ou vous avez aussi le DN... on dit quoi, MED ou MAD? C'est bizarre, ah ouais, oui, comme acronyme. Bizarre, oui. Bon. Donc pour les métiers d'art et du design, donc il y en a aussi un certain nombre d'étudiants qui font ça et qui demandent ensuite leur entrée en cours d'études, entrée par équivalence. Ça se fait pas automatiquement, je précise. Enfin, voilà. Oui, non, je préfère le dire. Mais voilà des possibilités qui s'offrent à vous. Et voilà, et donc après, reste à se reconnecter à Parcoursup et formuler vos vœux. On a un peu de temps pour des questions. Non. Alors, je ne sais pas si on a un micro. Ah oui, là il y a une question. On n'a plus personne. Oui, sauf si vous pouvez parler très fort. Oui. Oui. En architecture, c'est l'entrée en L1, c'est pas en L2 ? Ça dépend. Ça dépend. En fait, pour ces dossiers-là, il y a une commission qui étudie. Et après, selon ce que la commission voit du portfolio essentiellement, on peut soit proposer une entrée en L2, soit prendre les gens en L1. Ouais. J'avoue que c'est assez... Comment dire ?
C'est-à-dire qu'on n'est Il y a- on n'est pas une école d'art. Ouais, Pour les écoles d'art, c'est différent. C'est un peu différent, mais c'est vrai que pour l'architecture, il y a... Des notions Ouais. structurelles qu'il faut acquérir en licence. Ouais. Donc, c'est délicat. Mm. Oui. Oui, merci. Dans le cadre du double cursus ingénieur archi, Cergy, Versailles, C'est ça. comment est-ce que C'est comme ça. organisé pour éviter que les enfants soient... Alors effectivement, Cergy, c'est pas à côté de Versailles. Non, je ne cache pas que c'est une difficulté, c'est un engagement à prendre pour les élèves qui s'engagent dans cette formation, c'est qu'il va y avoir des transports. Les choses sont organisées de la façon suivante, c'est qu'ils passent 3 jours, par exemple, 3 jours consécutifs de la semaine à Cergy, puis 2 jours consécutifs à Versailles, et puis au semestre suivant, ça s'inverse, et ils sont 3 jours à Versailles et 2 jours à Cergy. Mais c'est sûr qu'il y a des transports. Enfin voilà, ça c'est... Après, jusqu'à présent, on a des étudiants qui s'en sortent bien, qui le font, qui s'organisent en conséquence. Mais il y a des déplacements. Et il y a deux moments aussi dans l'année, en janvier et juin, où ils passent 2 semaines À Versailles. sur le même site. 2 semaines d'affilée ici, 2 semaines d'affilée à Cergy. Vous n'avez pas la moitié des étudiants qui jettent les pauses? Eh bien non. Pas pour cette raison, non. Non, en fait, alors, ce sera notre 3e promotion, là, architecte-ingénieur, donc c'est récent. Mais globalement, c'est des étudiants qui réussissent bien, qui passent dans l'année supérieure et alors, je crois que pour la première année, on a eu un abandon, mais pas du tout pour ces raisons-là. Enfin, voilà. Mais globalement, ils sont engagés vraiment dans la formation et... C'est une petite classe, c'est mais 20 étudiants. mais qui travaillent par moment sur des cours mutualisés avec les étudiants de l'architecture en parcours simple, et qui s'intègrent très bien. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a du transport, c'est vrai. Mm. Oui. La plateforme quoi? Taïga. Taïga, c'est pour l'entrée en cours. Enfin, c'est pour quel vous êtes... Pour les étudiants étrangers? Oui. Ah oui, pardon. Non, il n'y a pas d'entretien. Non. C'est sur dossier parce Alors, que vous fournissez un portfolio. Ouais, c'est sur dossier. C'est sur dossier et diplôme. Ouais, sur dossier et diplôme. Mais c'est vrai qu'il y avait des entretiens, mais il n'y a plus d'entretien. Non, il n'y a plus Il n'y d'entretien. a plus d'entretien, c'est juste le dossier. Oui. C'est ça, c'est ça. Dans la même semaine. Pardon? Alors, soit dans une ville ou dans une autre, ou à Saint-Lazare, qui est le nœud névralgique entre les deux. Mais effectivement, ça veut dire que... Ou sinon, je crois qu'on a beaucoup d'étudiants qui vivent plutôt à Cergy. À Cergy. Et je pense pour des questions de coût aussi, de logement. Mais c'est ça, donc il y a la moitié de la semaine où ils font un peu moins de transport et l'autre moitié, ils en font plus. Ils ont préféré comme ça, avoir des temps courts lorsqu'ils sont à Cergy, ils ont très peu de transport. Voilà. Et du coup, le transport, il se fait quand ils vont à Versailles. Ils s'y retrouvent comme ça. Je crois qu'il y avait d'abord quelqu'un là et ensuite là. Ouais. Pour l'admissibilité Parcoursup, vous prenez en compte toutes les matières et toutes les ressources dans lesquelles, et l'année dernière, quelle était la moyenne du dernier admissible? Alors, tout est pris en compte, oui. Tout est regardé, vraiment. Et il faut savoir que, je ne sais pas si Magie, tu peux donner le pourcentage de la note, on va dire, pour déterminer les l'admission, c'est très faible sur les notes. Je crois qu'on est à 10%, non? 10%. Ouais, 10%. C'est que 10% de la décision qui repose sur les notes. Donc c'est vraiment très très peu, en tout cas pour Versailles. C'est pas le cas dans toutes les écoles. Il y a des écoles qui utilisent des algorithmes. Nous, vraiment, tous les dossiers sont regardés. Et c'est une bonne question que vous posez, mais nous n'avons pas de statistiques. On n'a jamais fait de statistiques sur les moyennes parce que justement, en fait, les notes, c'est assez peu ce qui nous intéresse. En fait, le jury ne va pas faire une moyenne des notes du bulletin, mais va regarder dans quelle matière il est bon pour essayer de cerner le profil du candidat. Et les appréciations, beaucoup d'appréciations. Les appréciations et les notes, et voir si on a un profil qui se dégage avec quelqu'un qui va être plutôt moyen dans les matières scientifiques et puis très fort sur les sciences humaines, ou alors l'inverse. Et ça donne un profil de candidat qui s'éclaire du coup après avec la lettre de motivation.
Oui, et ce qu'il faut savoir, c'est vrai qu'en architecture, elle vous demande d'être à la fois quand même performant, par exemple en géométrie, enfin en tout cas de le comprendre, d'arriver à faire certaines choses, et aussi beaucoup de rédiger. Hein. Ça, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est important, il y a aussi beaucoup d'écrits en anthropologie, en philosophie, un mémoire à rédiger, donc voilà, c'est quelque chose qui peut être regardé aussi, les capacités rédactionnelles. Et surtout, dites-vous bien qu'on sait que vous n'y connaissez rien en architecture. Il n'existe pas de préparation à l'architecture, il n'y a pas de classe prépa, ça n'existe pas. Donc vous arrivez, vous êtes tout neuf et on vous apprend tout. Donc, Enfin, vous êtes un petit peu intéressé quand même. mais je parlais en termes de compétences. Non, parce que pour faire certains entretiens, des fois on est étonné. Donc j'espère quand même que tous, vous avez regardé un petit peu des choses. Ah oui, non, mais je voulais Vous dire, connaissez certains architectes, que vous êtes sensible au bâtiment. Que vous savez... Non, mais j'évoquais juste les connaissances Oui, oui. scolaires. Je parlais, Oui, bien sûr. Voilà, c'est Oui, ça. oui. Voilà, donc renseignez-vous un peu. Oui. D'ailleurs, je peux peut-être vous parler des critères d'évaluation qui sont sur Parcoursup, les 5 critères, on peut en parler. Oui, Vous vous les verrez, avez vus sur vous les avez Parcoursup, vus. hein, mais ce qu'on disait, hein, c'est que très peu les notes, beaucoup la lettre projet de formation, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et l'ouverture au monde aussi. voilà. Curiosité intellectuelle, Éventuellement les l'implication. activités extrascolaires ou des choses comme Votre réflexion personnelle sur l'architecture et sur la structuration et l'organisation de votre pensée. Et ça, on va le voir dans la lettre de motivation. Voilà. Et ça compte aussi. ça. Vous aviez... Ouais. Pour le double cursus, certaines écoles proposent plutôt Ingé-Archi ou Archi-Ingé. Il y a une différence entre les deux. C'est une appellation. C'est juste une appellation parce que de toute façon, à la fin, il y aura les 2 diplômes. Donc c'est juste... C'est un choix. ouais. Nous, on met en avant l'architecture. C'est un A. C'est ça, par ordre alphabétique. Mais ça, sinon, enfin, de toute façon, les compétences acquises, etc., seront les mêmes pour pouvoir valider les 2 diplômes. Oui. Bah non, parce que vous n'avez pas encore passé votre bac, donc de toute façon... Ah oui, pour ceux qui ont... Ah, le bac de français Non, mais... Non, franchement, non. Enfin, je veux dire, c'est vraiment les notes de lycée, non. Mais vous le deux, dites en général. Quand vous le dites quand vous voulez, mais les 2, c'est bien. Non, bah dites-le déjà dans votre lettre de motivation, surtout, surtout. Après l'entretien, vous verrez, il y a un court moment pour vous présenter. Vous pouvez le dire, puis après, vous avez des questions qui vous seront posées. C'est à vous de voir quels sont les arguments. Mais les si plus justement c'est quelque chose, vous avez déjà travaillé sur des projets, etc., évidemment, dites-le tout de suite dans votre, enfin tout de suite, dites-le dans votre lettre de motivation, c'est hyper important. Vous, pardon, j'ai pas entendu la fin de votre phrase. En fait, vous pouvez la présenter, mais uniquement par les mots, quoi. Enfin, je veux dire, soit à l'écrit, soit à l'oral, mais vous ne pourrez pas montrer d'image. Ah oui, pour l'oral, vous ne pouvez pas présenter de support, rien. Hein, on peut vous proposer de réagir si à un moment donné l'échange marche pas bien, patine un peu, on peut vous proposer de commenter des images. On va sélectionner quelques images, des photos d'architecture, et ça relancera peut-être le débat, mais c'est une proposition. Et si jamais, justement, l'entretien se passe comme ça, on vous propose des images, je ne pensais pas que c'est parce que ça ne va pas. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà. Non, mais je veux dire, c'est que c'est pas... C'est juste que parfois, bah là, bon, voilà, la conversation ne s'enclenche pas forcément tout de suite, et que c'est un moyen de relancer, mais ce n'est pas du tout négatif. Oui. Quelles sont les possibilités de logement des élèves? Il y a des logements crous, des logements donc voilà. Alors il y en a pas. Enfin bon, avec forcément limité. Et après, dans le parc privé, il y a un certain nombre de possibilités que l'école peut vous relayer d'ailleurs. Voilà, nous on reçoit les propositions des particuliers qui peuvent loger des étudiants et des étudiantes. Donc on a une interlocutrice dans le service qui peut vous les communiquer. Vous faites vos recherches propres également, le Crous, voilà, oui, effectivement. Il y avait une question par là, oui. Si ma fille n'est pas acceptée la première année, est-ce qu'elle peut s'orienter vers un BTS études et réalisation
Oui. Ouais. Oui. Bien sûr. Et elle reviendrait sur une licence 1 ou... Elle reviendrait sur la licence 1, sauf si elle va jusqu'au bout de son BTS. Ouais. Oui, soit c'est ça, soit ça peut être une première année et après repostuler. En fait, l'entrée en Il y a- cours d'études se fait sur la base de la reconnaissance d'un diplôme, Mm. hein, et pas d'années passées. Voilà. Il y avait une autre question, je ne sais où. Voilà. Oh, non. Si. Ah, pardon, je voyais pas. Excusez-moi. Alors, si c'est pour le diplôme d'architecture, vraiment, il n'y a pas de. Là, c'est vraiment vous. Enfin, ce qui vous intéresse. Si ce qui vous êtes intéressé par architecte ingénieur, je vous dirais bien sûr de garder les maths. Mais sinon, pour Voilà. architecture. Vous prenez la matière qui vous intéresse le plus, parce que de toute façon, après, il faudra faire preuve de votre intérêt. C'est-à-dire que si vous vous dirigez vers l'architecture, quelles que soient les matières, orientez-vous déjà vers des problématiques, ne serait-ce que dans votre tête à vous et vos convictions, vers l'architecture pour préparer votre candidature. Parce que l'architecture doit devenir un langage qui est le vôtre, même en initiation, en culture générale. Donc, orientez-vous de manière à ce que vous puissiez toucher ou approcher l'architecture du plus près si vous candidatez vers une école d'archi. En art plastique, tu arrives peut-être plus à dégager quelque chose d'intéressant à présenter en termes d'admission. Ça dépend. Vous savez, la pensée mathématique, elle mène à l'architecture aussi. Hein, oui. Mais enfin. Je sais pas. C'est difficile, personnel, mais personnel, hein. effectivement que l'art plastique, ça peut être très intéressant, qu'effectivement on peut déjà commencer à travailler le projet. Et voilà, moi personnellement, je pourrais qu'encourager l'art plastique, mais après, Ouais, ça tout est dépend. possible. Mais je veux dire, c'est vraiment à vous. Mais c'est vrai que ça peut permettre, en tout cas, peut-être d'arriver un peu plus à l'aise pour certains, des fois, sur les questions de représentation ou de dessin. Faut qu'elle soit. Mais faut que surtout, vous en soyez à fait, l'aise. surtout, gardez ce dans quoi vous êtes le plus à l'aise ou j'oserais dire même plus performante, c'est un vilain mot, mais même si les notes comptent peu, en tout cas chez nous, mais elles vont compter peut-être, enfin, sûrement plus dans d'autres écoles aussi. Donc, si vous pensez obtenir de meilleures notes avec telle spécialité, prenez plutôt celle-là. Enfin, je pense qu'il faut être un peu tactique, quoi. Et puis se dire, bah, les maths, je les laisse pas tomber, je les fais peut-être ailleurs, ou l'art plastique, je laisse pas tomber, je le fais en dehors de l'école. Ça peut être ça aussi. Ah oui. Je crois qu'il y avait d'abord une question là, et puis tout au fond. Ah oui, la façon dont s'organise l'oral. Alors, l'oral, ben, vous avez 5 minutes de présentation. Et puis ensuite 10 minutes d'échange, y compris à l'intérieur le commentaire de la photo, si le candidat le souhaite, c'est un choix du candidat. Voilà. Et Donc, on n'a peut-être pas dit aussi qu'il y a un étudiant qui est présent dans le... Ah oui, dans le jury, voilà. Il y a un étudiant de l'école qui est là, alors qui ne participera pas à l'évaluation, mais qui en tout cas est présent pendant tout l'entretien et peut être une aide pour vous. Même si là, c'est une aide virtuelle, enfin, on est en visioconférence cette année à cause des travaux. Mais voilà, il y a toujours un étudiant de l'école qui est présent et qui peut être de première année comme de master. Enfin, voilà. Au début de ses études ou à la fin de ses études. Oui. Ouais, mais c'est pas du tout obligatoire. En fait, c'est qu'il y a, ça dépend beaucoup Alors, de. Ouais. Enfin, on est obligé d'en parler, mais c'est vraiment à la demande, c'est une proposition qu'on fait au candidat. Alors, c'est une proposition que certains jurys font. Que ça, voilà, c'est vraiment. Enfin, ça dépend comment ça se passe. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que si on a des candidats qui sont très timides, voilà, des candidats qui sont très, en gros, voilà, si vous dites les choses clairement, il y a des candidats qui sont très timides, très mal à l'aise, etc. Et donc parfois le jury dit bon, allez, pour vous mettre à l'aise, je vous propose une image. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette image? Puis ça permet d'enclencher un peu la discussion.
Mais c'est souvent pour des candidats qui seraient très stressés, très, très timides, voilà. Mais c'est pas une obligation. Ça peut être aussi le Et prétexte. c'est pas, pardon. Ça peut être aussi le prétexte pour dire mais non, cette image je ne la connais pas, mais justement puisqu'on parle d'image, je peux vous parler et hop on rebondit sur d'autres images que le candidat aurait pu voir à l'occasion d'une exposition ou d'une conférence ou d'une lecture, et ça réouvre l'échange. Et c'est pas du tout un commentaire d'image avec la méthodologie qu'on attend d'un commentaire d'image. C'est une discussion informelle, enfin je veux dire sur une image. Mais on vous demande pas de connaître la méthode d'analyse des images. Voilà, c'est pas du tout. Oui. Oui. Si je comprends bien, les notes n'interviennent pas pour grand-chose, mais est-ce que le choix des options, parce qu'on peut se dire c'est certaines gens qui vont prendre des notes parce que c'est un thématique, de prendre art plastique parce que ça a son intérêt, est-ce que finalement ça rentre dans notre calcul ou pas? Je pense que ça va rentrer, pardon, j'essaie une première réponse et puis David répondra après. Ça va rentrer surtout, je pense, dans la manière dont éventuellement le candidat le mettra en lumière dans sa lettre de motivation, par exemple, ou dira, ben voilà, moi j'ai choisi ça, etc., parce que ça a du sens pour telle et telle raison. Alors, je veux revenir sur les choix de matière, de spécialité. Elles vont être intéressantes et riches à partir du moment où elles sont choisies vraiment par conviction, par intérêt pour la matière, mais pas dans un but stratégique de s'orienter vers l'école d'architecture de Versailles. Donc, on a du coup des élèves, des lycéens qui deviennent des candidats, qui ont des profils pleins et riches et épanouis dans les choix qu'ils ont faits. Et à partir du moment où on a ces profils-là, qui se sont nourris des propres choix qu'ils ont faits et dans lesquels ils sont heureux et épanouis, ils vont pouvoir exprimer les choses clairement et richement dans une lettre de motivation et un oral. Donc vous voyez, c'est très personnel. On a des candidats qui ont un profil extrêmement scientifique, très matheux, qui sont très à l'aise dans ces matières-là, qui ont des très bonnes notes. Ça va être un profil très intéressant parce qu'on va avoir des étudiants brillants, avec une lettre de motivation aussi très brillante. Et là, on a un super profil. Mais on peut aussi avoir quelqu'un qui est passionné de littérature, qui aura des notes vraiment très moyennes, voire mauvaises en maths, mais qui aura cette lumière littéraire et qui aura aussi une approche de l'architecture importante, aussi importante que le matheux qui aura approché l'architecture par lui-même, mais par la lorgnette des maths. Donc vous voyez, je ne sais pas si je suis claire, mais vraiment, tous les parcours sont bons à prendre. Ce qu'il faut, c'est que ça nous accroche, ça accroche l'école. Et surtout, voilà, nous on fait le choix de ne pas utiliser d'algorithme, avec aussi les défauts que cela représente. C'est-à-dire que c'est des personnes qui regardent les dossiers. Parler du latin, moi personnellement je serais sensible au latin, mais voilà. Sûrement que quelqu'un d'autre ne le sera pas. Enfin, je veux dire, là, voilà, il y a aussi on ne peut pas tout maîtriser, voilà, il y a une part de sensibilité, mais je pense que ce qui est important surtout, ce qu'on a dit, c'est cette lettre, ce projet de formation qui est long, montrer en quoi les choix que vous avez faits ils vous semblent pertinents, montrer voilà l'intérêt que ça a pour vous. On parle souvent de projet de formation, donc voilà, quel est votre projet, qu'est-ce que vous avez choisi avant, qu'est-ce que vous choisirez plus tard, ce que vous souhaitez faire. Enfin, surtout après argumenter puis montrer l'esprit critique ou la distance que vous pouvez, enfin distance critique que vous pouvez prendre vis-à-vis de votre parcours, mais on peut avoir des évocations de l'architecture. Enfin, moi, je fais du latin. On peut avoir des expressions de l'architecture dans des versions latines. On peut avoir l'expression de l'architecture en art plastique, évidemment, en mathématiques, en histoire. Et ça, que les lycéens se servent de toute cette richesse qu'ils ont dans l'enseignement du second degré pour nourrir leur argumentation, leur lettre de motivation, en l'orientant vers ce qui pourrait intéresser les jurys pour une entrée en archi. Voilà. Ouais, puis je sais pas, de réfléchir quand même quels sont les grands défis actuels et qu'est-ce que l'architecture a à voir là-dedans. Il y a pas mal de choses à dire, il me semble. Donc voilà, montrer aussi que vous êtes curieux de ce qui se passe autour de vous, des questions qui préoccupent la société
dans son ensemble, et voilà, on sera Et puis, attentif à ça. Voilà. Puis vous êtes une génération qui est en plein dans la crise climatique. Donc là, c'est des sujets, je suis sûre, qui vous touchent tous. Donc exprimez-le aussi. Si vous dites il faut tout bétonner, construire des énormes bâtiments, et encore, et tout détruire ce qui a été fait, peut-être que ce serait difficile. Oui. Non, non, aucune image, rien. Vous ne pourrez rien présenter. C'est juste le dossier de candidature sur Parcoursup, c'est vraiment ce qu'on a dit. C'est juste vos notes, la lettre, projet de formation. Et ensuite, à l'entretien, vous ne pouvez rien montrer, à part votre tête. Préparez votre oral, hein, c'est pour Ouais. ça. Préparez votre oral. Je le dis vraiment aux Oui. candidats qui sont là Ouais. et aux candidates. Préparez-vous à l'oral. Verbalisez à haute voix chez vous, avec vos camarades, vos parents, un enseignant qui est proche de vous au lycée. Préparez-vous à parler, parce que c'est pas évident hein, de mener un entretien en visioconférence. C'est très limité, hein, on n'a pas, c'est pas pareil que voilà. Donc, Ouais, et c'est vrai qu'il y a trop, moi je trouve qu'il y a trop de gens qui arrivent pas préparés, enfin juste de préparer sa présentation sans que vous le récitiez de façon machinale, mais d'avoir réfléchi à ce que vous voulez dire. Parce que, voilà, je suis surprise de voir des candidats qui arrivent, on a l'impression qu'ils découvrent cet exercice, alors que quand on vient à un entretien d'embauche, on sait que c'est le premier truc qu'on va nous dire. Donc c'est pareil, là pour vous, préparez ça sans que ce soit et puis vous avez pas un une grand oral au récitation, bac. hein, Hein. mais voilà. Il y a, mais- il y a le grand oral au bac, hein, c'est ça cette année. En plus, donc ça vous prépare aussi au grand oral. C'est une épreuve. Hein. L'oral, c'est une épreuve. C'est la dernière épreuve d'admission. Et comme c'est en visio aussi, un petit conseil, préparez, réfléchissez à votre écran, à ce qu'il y a derrière vous. Parce que maintenant, on le sait bien quand même, hein, on a beaucoup ri de tout un tas de ratés de télétravail. Parce que voilà, c'est pareil aussi, c'est une façon de se préparer aussi, de soigner un petit peu quand même les choses. Oui. Pas le tas de linge sale derrière, quoi. C'est pas... c'est vu, hein. Voilà. Il y a encore des questions? Non, c'est... Oui. Non. Vous allez, c'est sur la plateforme, à partir du moment où vous allez commencer à confirmer les vœux, c'est là que vous constituez votre dossier et que vous payez. Parce qu'il y a un moment d'hésitation où vous ne confirmez pas les vœux, donc c'est pas finalement, vous allez décocher vos vœux sur Parcoursup, et puis vous allez en cocher d'autres que vous allez confirmer. Et si vous confirmez bien que vous voulez vous orienter vers voilà, tel ou tel établissement, c'est là qu'il faut payer les droits de traitement. Et c'est pour chaque école? C'est ça? Ouais. Ouais. Voilà, pendant la phase de confirmation des vœux. Oui. Et après, oui. 3 ans. Ouais. C'est-à-dire que vous voulez entrer en master ou non? Non, parce qu'il y a le master en alternance, effectivement, mais alors, la seule chose, c'est que ce master est ouvert, en tout cas pour le moment, qu'à nos étudiants. C'est-à-dire des étudiants qui ont fait leur licence à Versailles. C'est le cas pour le moment. Alors après, il y a toujours moyen de biaiser peut-être, d'arriver en master et de faire une première année, et de faire les 2 dernières années en alternance. Mais ça ne s'est pas encore présenté. Et sinon, il n'y a pas... En fait, il n'y a pas tant de sélection que ça pour l'alternance. La grosse sélection, c'est d'arriver à trouver une entreprise d'accueil, en fait. C'est surtout ça, en fait, qui sélectionne. Là, c'est assez peu nous qui sommes décisionnaires. On prend tous les étudiants qui veulent s'engager dans le master en alternance. Voilà, ils peuvent s'inscrire. Après, il faut qu'ils arrivent à trouver une entreprise. Ah, pardon, à partir de la première année, non. En tout cas, je crois que non, ça n'existe nulle part. Hein. C'est que au niveau master. Et toutes les écoles ne le font pas. Oui. Oui. À tous les stages, c'est vous qui devez trouver. Alors, vous verrez que vous allez souvent recevoir des offres
Le service de Madame Daville, justement, vous enverra régulièrement des propositions, parce qu'on a beaucoup d'agences qui nous écrivent en disant on cherche un stagiaire, donc on vous les relaie, mais c'est à vous de vous débrouiller. Non, ça peut être à l'étranger. Il peut y avoir des bourses Erasmus, d'ailleurs, pour les stages à l'étranger, en master. C'est bon? Bon. Et du coup, vous avez postulé dans d'autres écoles d'architecture. J'en profite parce qu'on est un petit peu entre nous, là. Vous avez postulé dans d'autres écoles d'architecture et vous allez faire les journées portes ouvertes ailleurs aussi? Oui? Et vous y êtes allé ce matin? Bon, en tout cas, merci. Vous pouvez, si vous n'êtes pas encore allé, quand même, donc, vous pouvez aller visiter dans la nef les installations. Voilà, enfin une installation avec un certain nombre de travaux étudiants, au-dessus également, et puis il y a des gens de l'administration aussi qui peuvent répondre à des questions. Oui, au premier N'hésitez étage. pas, au premier là, étage, n'hésitez juste pas. au-dessus de l'auditorium. Voilà. Et la nef, elle est après les deux porches. Ouais. C'est un grand bâtiment Sortez à droite. sur la droite, caché par les... Vous avez vu qu'on est en travaux. En Ça travaux, va être, là, par les pour travaux. ceux qui entreront ici, ce sera magnifique, hein, vous avez de la chance. Vous aurez des fenêtres qui ne laissent pas passer les courants d'air, une toiture entièrement refaite. Donc là, c'est la réhabilitation du patrimoine classé. Voilà, tout ça encadré par un architecte des bâtiments de France. Voilà. Voilà.